Mais quel plaisir de vous retrouver. Bienvenue sur les antennes de Radio Territoria et Bâti Radio, 4e date de la tournée régionale du Reno Tour. En attendant le forum Reno Days qui aura lieu, pour rappel, les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles. Cette tournée, ce sont 8 villes, étapes au total où nous faisons escale pour répondre à cette question. Question primordiale, comment accélérer la massification de la rénovation énergétique d'ampleur? Après Strasbourg, après Lille, après Nantes, nous sommes aujourd'hui en Bretagne, à Rennes, dans le cœur historique de la ville où nous faisons escale au Mama Shelter. La chaîne hôtelière a investi l'ancien hôtel des Monnaies, un édifice qui a servi notamment à la frappe de la monnaie royale jusqu'en 1774. Voilà, j'ai fait mon Stéphane Bern. Le programme de ce Reno Tour, c'est une visite des lieux qui vient d'avoir lieu, 3 tables rondes également, mais aussi des interviews avec des acteurs locaux, des professionnels, des organisations, des représentants de la filière, mais aussi des élus. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en conclusion de cette escale rennaise, je recevrai sur ce plateau Olivier Dehaze, le vice-président de la métropole rennaise en charge du climat et de l'énergie, également maire d'Assigné. Des temps d'échange qui se déroulent également en public. Vous pouvez d'ailleurs vous applaudir. Bienvenue à vous et merci de votre attention. On vous sollicitera d'ailleurs à l'issue de chacune des tables rondes. Si jamais vous avez des questions à poser aux interlocuteurs, elles seront évidemment les bienvenues et on les relaiera. Jean-Philippe Guillon, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur de Reno Days, mais aussi des salons Batimat, Interclimat et Idéobain. Bienvenue. Merci. Et puis à ma droite, Guillaume Duguet, bonjour. Bonjour. Directeur de la promotion immobilière Suite Case Hospitality, promoteur et opérateur des lieux où est installé donc le Mama Shelter. Merci de l'accueil en tout cas. Allez, Jean-Philippe, je commence avec vous. Déjà peut-être la première question tout simplement. Comment est né le Reno Tour ? Le Reno Tour est né lorsqu'on a fait le bilan du Forum Reno Days. Donc on a lancé le Forum Reno Days en 2023. Lui-même avait été pensé pendant l'édition 2022 de Batimat, où on entendait de plus en plus parler des aides publiques. MaPrimeRénov' était en place, mais commençait à se développer. Et donc on a identifié cette opportunité de créer un événement qui n'était pas un salon, mais un forum. La distinction venant que on est sur un événement davantage pédagogique, où on a autant de zones de contenu que d'exposition. Et lorsqu'on a organisé donc ce forum en 2023, la première édition, à cette époque-là, on était uniquement sur le logement. On était poussé par MaPrimeRénov' et on avait eu 2 tiers de visiteurs d'Île-de-France, 1 tiers de visiteurs des territoires. Et donc, lorsqu'on a fait le bilan, on s'est dit que si on voulait avoir davantage d'acteurs des territoires, il nous fallait nous rendre en région. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire cette sorte de délocalisation du contenu du Forum Reno Days dans un certain nombre de villes. Alors, on s'est limité à 8 grandes villes. Hein. Peut-être qu'à l'avenir, on en fera d'autres. Mais voilà, l'objectif, c'est finalement de délocaliser pour faire connaître le modèle du forum dans son approche contenu, mais surtout s'imprégner des réussites des territoires, des enjeux et voir en fait la corrélation qui existe entre cet événement national et les spécificités régionales. Alors on va parler dans un instant ensemble des différentes thématiques qui sont abordées à l'occasion du Reno Tour. Peut-être déjà une explication sur le choix de Rennes ? Alors le choix de Rennes, on a choisi chacune des villes en fonction d'un certain nombre de spécificités. On a analysé également la dynamique au niveau de la rénovation énergétique. On a vu que la métropole rennaise et même la Bretagne dans son ensemble était sur un taux supérieur à la moyenne en termes de rénovation énergétique. Donc ça nous a intéressé de venir comprendre pourquoi on en était là. On a vu aussi que il y avait des aides spécifiques qui étaient mises en place par la métropole en complément de MaPrimeRénov'. C'est pas forcément le cas dans toutes les métropoles. Donc dès qu'on a vu ce type de dispositif en place, donc là c'est Éco-Travaux je crois, on vient identifier dans quelle mesure ça participe en fait à cet élan dynamique de rénovation énergétique, et puis son bassin de population et aussi la spécificité de l'évolution de la population dans la métropole rennaise. On a vu que il y avait un vieillissement attendu
étendue, pas mal de migration aussi qui allait être prévue, moins de jeunes, donc ça veut dire aussi une manière de se loger différente, de se véhiculer, de se déplacer différemment. Donc tout ça, ça peut participer à une source d'information enrichissante pour nous de ce qui se met en place au niveau rénovation énergétique et vie au global en fait dans cette région. Les thématiques maintenant qui sont abordées à l'occasion de chacune de ces dates sur le Rénotour? On retrouve les dynamiques principales qui finalement intéressent la grande majorité des visiteurs d'un événement comme le Forum. Donc les aides publiques, la réglementation, les différents dispositifs, puisque l'édition 2025 qui aura lieu le 7 et 8 octobre prochain a comme spécificité par rapport à la première édition de concerner le bâtiment, donc pas seulement le logement mais également le non résidentiel, donc aussi des informations autour des décrets, notamment du décret tertiaire, des décrets BAX. Ensuite une table ronde sur les solutions performantes, donc avoir des exemples pratiques, des retours d'expérience pour s'inspirer de ce qui fonctionne localement, de ce qui a été réussi localement et qui pourrait, on l'espère, être déployé au niveau national. Et puis une troisième table ronde sur un des enjeux qui nous attend pour les prochaines décennies, la formation, la reconversion, le recrutement. On manque de plus de 150 000 bras ou têtes au niveau de la filière pour accompagner pour atteindre les objectifs de rénovation énergétique qu'on s'est fixés de 300 000 par an jusqu'en 2030 et 700 000 entre 2030 et 2050. Et ça pourrait même s'accélérer, passer à 600 000 en 2030 si on considère les départs en retraite. Donc il y a un vrai enjeu de formation, de recrutement, et ce sera la troisième table ronde. Merci, je reviens vers vous tout à l'heure. Guillaume Duguet, je rappelle donc vous êtes directeur de la promotion immobilière Suitecase Hospitality, le promoteur des lieux, vous êtes également opérateur des lieux qui nous accueillent. Ça a été quoi finalement le fil conducteur de ce projet qui, je crois, a été lancé il y a maintenant quasiment 10 ans avec un dépôt de permis construit en 2017, c'est ça? Quelles ont été les différentes étapes finalement? Les différentes étapes, on a commencé par une inspection des lieux et puis très rapidement, on s'est dit qu'il fallait mettre une grue sur le chantier pour lancer et amorcer la dynamique, sans quoi on n'aurait pas avancé sur le chantier. On a découvert des contraintes. D'habitude, on conçoit un projet et puis après on le réalise. Là, on l'a réalisé en même temps qu'on l'a découvert, mais sans ça, il serait peut-être pas sorti de terre. Ok, donc ouais, des contraintes, on pense à quoi notamment? Contrainte, c'est comme une grosse pelote de laine que vous avez qui est tout emmêlée et faut réussir à tirer les ficelles au fur et à mesure pour que la pelote elle se défasse. Et on va parler de contraintes urbanistiques, on va parler de contraintes ABF, thermiques, réglementaires, sécuritaires. Et de construction, ni plus ni moins, de revenir sur des essentiels ou des choses qu'on ne savait plus faire. Refaire des pans de bois, refaire de la plâtrerie classique, où très peu d'entreprises le réalisent aujourd'hui. Donc, c'est de retrouver un bassin et des entreprises locales qui ont pu répondre à ces attentes. Et justement, puisqu'on parle des contraintes, on peut un petit peu continuer là-dessus, et notamment avec les architectes des bâtiments de France, ABF, que vous citiez à l'instant. Ça a eu quelles répercussions, par exemple, notamment sur le choix des matériaux, les fenêtres, les menuiseries? Alors, je ne sais pas si je dirais contrainte avec les ABF. Ça a été un jeu d'échange, pas de négociation parce que c'est pas le bon terme, mais d'échange. Et puis, on a appris en fait. On a beaucoup appris. Et en fait, il y a beaucoup de bon sens dans ce que nous ont demandé les ABF. Après, il a fallu qu'on associe la réglementation et ils étaient à l'écoute. Donc, des fois, ça a pris du temps sur certains sujets, mais on est arrivé au bout, quoi. Et comment est-ce que vous avez réussi finalement quelque part à concilier le respect des lieux, le respect patrimonial des lieux et l'intégration finalement d'équipements dernier cri? Beaucoup d'échanges avec les ABF. Il y a des choses sur lesquelles ils étaient intransigeants et on a pu se dire en fait oui, c'est l'histoire, donc pourquoi casser l'histoire? On va la retravailler correctement. Et ensuite, en fait, on a présenté des protos, on leur a montré, c'est qu'on se fasse confiance mutuellement sur justement le respect du lieu, du bâtiment et du savoir-faire des entreprises. Vous aviez un parti pris technique pour gérer, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'inertie thermique, entre autres, si je prends cet exemple-là? Le parti pris, il est sur la finalité, pas sur tant les installations et les choix techniques. C'est qu'aujourd'hui, ce qui consomme de l'énergie dans un hôtel,
c'est nous les clients, les utilisateurs. Donc c'est comment rendre un bâtiment simple, efficient, facilement opérable pour que demain on consomme moins d'énergie à travers l'eau, l'électricité. C'est combien de fois vous rentrez dans une chambre, vous êtes obligé de faire le tour pour aller éteindre toutes les lumières. Donc c'est de revenir à des basiques. Alors aujourd'hui, je reviens moi sur mettre le bouton, l'interrupteur de la R5 que vous avez sur le capot qui va éteindre, allumer la lumière générale. Et puis vous pouvez éteindre toutes les lumières depuis votre tête de lit, mais pas d'un côté, des deux côtés, parce que la parité veut qu'on puisse aussi avoir chacun ses interrupteurs. C'est pourquoi lui il a pas une prise et pas moi. Ouais. Et voilà, c'est un jeu d'équilibre. Pourquoi finalement le choix de ce lieu emblématique? C'était quoi l'intérêt pour vous dans votre stratégie quelque part de développement aussi? C'est pas rationnel, on va dire. C'est un coup de cœur, je pense. Ouais. C'est un coup de cœur, c'est un bâtiment emblématique. Il parlait aux Rennais. Il avait subi un peu avec sa boîte en verre au moment du dépôt du permis de construire. Donc, c'était un challenge. Je pense qu'au fond, c'était plutôt une notion de challenge que vraiment une notion de il faut qu'on ait ce projet, il faut qu'on le réalise. C'était plutôt un challenge. Et aujourd'hui, ouais, on en est content parce qu'il y a eu, à travers l'humain, aujourd'hui, on a réussi à sortir un beau projet. Ouais. Et justement, c'est quoi le retour d'expérience? Vous venez d'en parler, mais de vos clients aussi, quelque part? Le retour client, alors il est plutôt lié à la finalité sur l'élément décoratif, c'est ce que les gens retiennent. Maintenant, c'est plutôt, si on parle des équipes qui ont œuvré, ils étaient là, tous présents à la fin, le jour de la livraison, avec tous les acteurs, avec Vincent, Jean-Paul, Legendre, et avec qui on a partagé et communié ensemble. Et je pense que c'était la plus belle réussite, c'était un travail collectif. On ne l'aurait pas fait tout seul, et c'était des centaines d'ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous pensez des lieux puisque vous avez fait la visite? J'ai la chance en plus d'y résider ce soir, donc merci pour ce très beau chantier. J'étais assez impressionné quand je suis arrivé. Ouais. Pour être honnête, je m'attendais pas à trouver ces installations à l'intérieur quand on arrive et qu'on voit la bâtisse de l'extérieur. Et c'est un ensemble en fait. Ce qui m'a marqué, c'est que tout a été pensé dans une logique d'ensemble. Donc c'est ce qu'on a essayé de chercher dans cette tournée, de trouver systématiquement des lieux assez emblématiques qui collent pas seulement à la thématique de la rénovation énergétique, même si on l'a évoqué, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour aussi économiser l'énergie, mais finalement aujourd'hui on parle de rénovation énergétique, demain on va arrêter de parler de rénovation énergétique, on va davantage évoquer lieu de vie et lieu de travail quand on parlera du logement et du tertiaire, et amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie chez soi, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et là, on est vraiment sur un produit, sur un lieu qui répond complètement à ça. Et chacun des lieux qu'on a choisi pour la tournée répond à cette problématique-là. On était dans une école dédiée à l'immobilier il y a 2 semaines, qui forme en fait ceux qui demain vont être confrontés aux enjeux de la rénovation énergétique. La semaine dernière, on était sur un lieu où cohabitaient construction, rénovation, pareil, réhabilitation. Donc, on essaye à chaque fois de trouver un bel exemple d'illustration de la richesse de cette filière. Et je rebondis sur le fait que le succès est avant toute chose venu par la bonne cohabitation de tous les métiers. La rénovation énergétique, c'est aussi une cohabitation de différents métiers avec la rénovation d'ampleur. Et c'est un des enjeux aussi de réussir à faire cohabiter tous ces différents corps de métier. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le lieu et sur le ressenti que j'ai eu quand je suis arrivé ici. Guillaume, sur un tel lieu, qu'est-ce qu'on a mis en place justement pour la réduction d'économie d'énergie? Sur la réduction de consommation d'énergie, on va travailler sur des interrupteurs centraux à l'entrée, des optimisateurs de consommation d'eau, parce que c'est la finalité, ce qu'on évoquait, c'est vraiment l'utilisateur qui va lui consommer le plus d'énergie dans l'établissement. On est en pleine réflexion et on a poussé aussi certaines enseignes à retirer tout ce qu'on appelle des mini-bars. Aujourd'hui, c'est ce qui consomme le plus dans une chambre, il faut le savoir. Il y a des choses qu'on fait évoluer dans le temps. Il y a encore des choses qu'on va certainement mettre en place dans le futur proche sur de l'intelligence artificielle associée pas à la GTB mais aux outils de contrôle et de pilotage des chambres pour mieux optimiser l'entrée-sortie des clients, les régulations de température entre le dedans-dehors
donc avec les valeurs, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, comment on peut se calibrer pour être vraiment quasiment aux mêmes températures, et puis challenger le client, parce que souvent il y a une notion de température, et il se fixe en disant je veux telle température, donc c'est enlever cette notion de température pour qu'il puisse dire j'ai trop chaud, j'ai trop froid, mais sans savoir vraiment quoi, et après la machine va jouer avec ça. Et le client, il n'a rien dit sur la suppression du minibar? Bah... Non, en fait, quand vous faites le retour d'expérience, et les machines à café, c'est pareil. En fait, il y en aura toujours qui vont dire « Ah oui, mais c'était mieux avant ». Bah oui, mais en fait, il faut faire évoluer les choses, en fait. Et la plupart des mini-bars, vous allez dans un hôtel, si vous les essayez, ils sont HS, donc ça n'a pas d'intérêt. Merci beaucoup, Guillaume. Une toute dernière question, Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous espérez finalement en termes de remontée pour le Forum Reno Days de ces Reno Tours? C'est une manière d'identifier des bonnes pratiques et des enjeux qui sont duplicables au niveau national. On aura une zone, puisque le principe du forum, je vous invite à aller regarder pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller sur l'édition 23 et qui voudraient nous rejoindre dans cette aventure 25, la manière dont le forum est disposé. Vous avez donc toutes les thématiques avec des zones de contenu sur des formats courts, des masterclass. Donc là, on est davantage dans une information descendante, et puis des workshops où vous pouvez retrouver tous les corps de métier qui se retrouvent dans une salle, une vingtaine, une trentaine, et à chaque fois sur des formats courts de 20-30 minutes. Et on a une zone qui s'appelle Acteurs des territoires. Donc on va remonter en fait toute une série d'initiatives qu'on aura identifiées pendant la tournée qui nous paraissent encore une fois duplicables au niveau national. Voilà, c'est tout l'enjeu de cette tournée. Et si je dois me permettre de rajouter juste un tout petit détail, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, vraiment un petit détail, c'est que au-delà d'être le seul forum et le seul événement dédié à 100% à la rénovation énergétique, il n'y en a pas d'autres en France au niveau national, c'est aussi un forum avec une empreinte carbone quasi nulle. Donc on a aussi essayé avec cet événement-là d'être crédible dans la manière de créer un événement. C'est pas le cas de tous les événements qu'on peut organiser nous comme certains concurrents. Donc ça se limite pas à l'arrêt au fait d'avoir enlevé de la moquette. C'est aussi du recyclage on-site. On évalue en fait tous les déchets. On a un certain nombre de prestataires. On a le réemploi au niveau des structures, et donc on a généré 4 tonnes de déchets, dont 2,9 qui ont été absorbés. Donc voilà. C'est aussi l'importance de participer à cet événement, c'est de voir en fait l'utile et l'agréable mêlés en un seul rendez-vous. Merci Jean-Philippe. Merci. Merci Guillaume, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Programme disponible en replay sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Même chose pour les tables rondes à venir. La première est consacrée au contexte et enjeux locaux sur la réglementation et les aides en matière justement de rénovation énergétique. Merci et à très vite. Ciao, ciao.